Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, tiré d'extraits de trading jeu contre profession. La question clé, en fait, où se situe la frontière? Quand est-ce que le trading cesse d'être une activité pro pour devenir du jeu d'argent pur et simple? C'est une excellente question parce que la ligne est souvent floue, hein. C'est ça. Alors notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça. Qu'est-ce qui différencie vraiment ces deux approches? Comment la même chose, acheter ou vendre, peut être soit une démarche méthodique, soit un pari super risqué. Tout à fait. Bon, allons-y. Les textes qu'on a étudiés, ils donnent des signes assez clairs, hein, des vrais warnings pour voir quand ça dérape côté casino. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'outil, le marché qui est en cause. C'est vraiment la façon de s'en servir, l'état d'esprit, la méthode. C'est ça qui est déterminant. Et c'est ce qu'on va regarder de plus près. Alors, le premier signal d'alarme que la source pointe, c'est l'absence de stratégie claire. Mhm. On entre sur le marché juste comme ça, parce que ça monte ou on dirait que ça baisse. C'est de l'espoir, quoi, pas de l'analyse. L'analogie est directe, c'est la roulette. Oui, et le problème là-dedans, c'est que tout repose sur une impulsion, une intuition du moment, pas sur un plan réfléchi, testé. C'est ça. Du coup, on oublie toute idée de gestion des probabilités, alors que ça, c'est vraiment le pilier du trading sérieux, professionnel. Sans plan, on navigue à vue, en fait. Complètement. Et puis, il y a cette recherche de gains rapide et souvent irréaliste. Ah, le fameux doubler son capital chaque semaine. Voilà. Ce genre de choses. Et pour tenter ça, souvent, ça pousse à utiliser un effet de levier énorme. Peut-être on peut juste rappeler ce que c'est, l'effet de levier. Oui, bonne idée. Alors, simplement, l'effet de levier, c'est utiliser l'argent prêté par son courtier pour ouvrir une position bien plus grosse que ce que notre propre argent permettrait. D'accord. Ça peut amplifier les gains, c'est sûr, si le marché va dans le bon sens, mais, et c'est là le danger, ça amplifie aussi les pertes et de façon dramatique si ça se retourne. Un petit mouvement contre nous et hop, une grosse partie du capital peut disparaître. Et voilà. Donc cette recherche de gains express via un levier démesuré, ça mène à quoi? À prendre des risques fous, à s'exposer bien trop, et au final, on perd le contrôle. La source est formelle, c'est plus du trading, c'est du gambling, du jeu, Pur et simple. avec des conséquences parfois terribles. Un autre point soulevé, et celui-là je pense que ça parle à pas mal de monde, même hors trading, changer tout le temps de stratégie. Ah oui. Une semaine, c'est 7 indicateurs miracles. La semaine d'après, une autre méthode trouvée, je ne sais où. On saute du coq à l'âne. Qu'est-ce que ça montre, au fond? Ça montre surtout une impatience, un manque de vision à long terme. On veut la solution magique tout de suite. Oui, Et puis surtout, ce zapping constant, ça empêche de tester sérieusement quoi que ce soit. Pour savoir si une stratégie marche, il faut l'appliquer rigoureusement sur plein de trades, voir ce que ça donne. Si on change tout le temps, on ne sait jamais ce qui fonctionne vraiment. exactement. C'est comme essayer de construire une maison en changeant les plans tous les matins. Ça n'avance pas. C'est l'inverse d'une démarche d'entreprise où on essaye d'optimiser des processus stables. Et ça nous amène direct à un point, mais crucial du texte, le manque de gestion du risque. Ah, le nerf de la guerre. Ne pas définir de stop-loss, ne pas avoir de plan pour gérer son capital, le stop-loss peut être un mot là-dessus aussi. Oui, alors le stop-loss, c'est un ordre qu'on place pour dire si le prix atteint ce niveau contre moi, je sors automatiquement. C'est une sécurité, un filet, pour couper les pertes avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Indispensable donc. Fondamental. Ne pas en utiliser, c'est un peu conduire sans frein. L'image est parlante. Et donc, ne pas avoir ce filet, ne pas gérer son capital globalement, la conséquence potentielle, c'est quoi? C'est ce que dit la source, tout perdre. Oui. Parfois en une seule journée. Hmm. Ça fait froid dans le dos. Et cette absence de gestion du risque, c'est peut-être l'indicateur le plus flagrant du passage vers le jeu. Pour un pro, la priorité absolue, c'est de protéger son capital. C'est son outil de travail. Logique. Pour le joueur, souvent, ça passe après l'appât du gain rapide. Le frisson du gros coup potentiel est plus fort que la nécessité de protéger ce qu'on a. C'est une inversion des priorités, en fait. Et le dernier point, très psychologique, celui-là, trader pour ressentir quelque chose. Le trading émotionnel. C'est ça. L'ennui, le stress à évacuer, la recherche d'adrénaline. Ou même, ce qui est terrible, la revanche juste après une perte. Le fameux revenge trading. Voilà. Là, le marché devient, comme dit le texte, un casino émotionnel. Comment on en arrive là, souvent sans s'en rendre compte?
C'est souvent insidieux. Ça commence quand le clic sur acheter ou vendre donne plus de satisfaction que le résultat financier lui-même. Ah oui, je vois. Quand trader devient un moyen de gérer ses émotions, l'excitation contre l'ennui, l'évasion face au stress, on quitte la décision rationnelle pour la compulsion. Le trading n'est plus un moyen, c'est une fin en soi, une réponse à un besoin psy immédiat. C'est très proche des mécanismes de dépendance au jeu, en fait. C'est assez lourd comme constat, mais heureusement, il y a l'autre côté. Oui, l'approche professionnelle. Exactement. Passons à ça. Le trading comme métier. Et là, la description est surprenante. La source parle d'une approche presque ennuyeuse, méthodique, répétitive, froide. Gérer ça comme une entreprise. Ennuyeux, vraiment? Faut comprendre ennuyeux par opposition à l'excitation du jeu, hein. C'est plutôt synonyme de discipline, de contrôle, de processus. Le but, c'est pas le frisson, c'est la régularité, la performance stable sur le long terme. D'accord. Plutôt méthodique ou discipliné alors? Voilà, c'est la marque d'une activité maîtrisée. Et le premier pilier de cette approche pro, selon les textes, une stratégie, bien définie, testée et répétée, encore et encore. La source parle de setup précis. C'est quoi un setup? Un setup, c'est une configuration particulière du marché des indicateurs, le prix, qui correspondent aux critères d'entrée du trader. C'est un signal clair, objectif. Pas d'improvisation. Non. Le trader a identifié que ce type de situation donne une probabilité de succès plus élevée. Il attend ce signal et seulement là il agit. Donc, conditions d'entrée, conditions de sortie fixes. Pas d'émotion, juste le calcul des probabilités, l'application d'un plan. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. La discipline, c'est de suivre ce plan, même quand c'est dur émotionnellement. Et le deuxième pilier, on en a déjà parlé en paix, gérer le risque avant de penser au profit. Concrètement, c'est le stop-loss systématique. Oui, ça en fait partie. Mais c'est aussi définir à l'avance combien on risque sur chaque trade. Souvent un petit pourcentage fixe du capital, genre 1% ou 2%. Même si on est super confiant sur un trade, Même si. Le risque est toujours limité et connu. Protéger le capital d'abord, c'est la règle d'or. Une mentalité d'entrepreneur qui protège ses actifs. ça me fait penser à cette image du marathon contre le sprint. C'est une très bonne analogie. Le joueur veut le sprint, le gros gain rapide, mais risque de tomber. Le pro vise le marathon. Il gère son capital pour durer. Mhm. C'est cette gestion du risque qui permet de passer les mauvaises passes, parce qu'il y en a toujours, sans tout faire sauter. C'est la clé de la longévité. Et ça aide aussi mentalement de savoir que les pertes sont contrôlées. Un autre outil du pro, d'après la source, le journal de trading. Ah, le journal, oui. Essentiel. Tout noter. Pourquoi on est entré, sorti, le résultat, le contexte, même les émotions, pour analyser après. Un peu comme un comptable, dit le texte. C'est pas un peu fastidieux, ça? Ça peut paraître, mais les bénéfices sont énormes. Ça transforme l'expérience en données objectives. On peut voir ces erreurs récurrentes. Ah tiens, je sors toujours trop tard. Je ne respecte pas mon stop. Je vois. Pour s'améliorer concrètement. Exactement. Ça met aussi en lumière ce qui marche bien dans la stratégie. Et surtout, l'impact de nos propres émotions. C'est un outil d'auto-évaluation et d'amélioration continue. Sans ça, on risque de tourner en rond. Et cette analyse, ça mène à un autre truc mental important. Comment les pros voient la perte? Ils l'acceptent comme un coût normal de l'activité, une dépense d'exploitation, pas un drame perso. Comment on arrive à ce détachement? C'est un des trucs les plus durs, mais ça découle du reste. D'abord, si le risque est bien géré, le fameux 1%, une perte, c'est pas la fin du monde pour le capital. Ça aide. Oui, ça relativise. Ensuite, si la stratégie a été testée, on sait qu'elle est gagnante sur le long terme. Donc les pertes font partie du jeu statistique. On pense en série de trades, pas trade par trade. D'accord. Et puis, c'est un travail sur soi. Détacher son ego du résultat de chaque opération. Une perte, ça veut pas dire qu'on est nul. Ça protège du fameux revenge trading, vouloir se refaire tout de suite, ce qui est souvent une catastrophe. Et tout ça mène au dernier point. L'objectif, c'est la constance, pas le jackpot. Exactement. Le texte mentionne que faire 1% par jour ou 10% par mois, c'est déjà considéré comme énorme. C'est réaliste, ça? Ça peut sembler peu pour un débutant, attiré par les gains faciles. C'est un vrai défi, oui. Surtout avec toutes les pubs qui promettent monts et merveilles. Il faut accepter que ça se construit patiemment, par des gains réguliers. La puissance, c'est la capitalisation sur le long terme. Les intérêts composés. Voilà, c'est pas le coup du siècle. La clé, la source le dit bien, c'est la discipline au quotidien, la rigueur, pas la chance ou un prétendu génie. On construit brique par brique. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça,
Le message clé des textes, c'est que le trading, en soi, c'est neutre. C'est pas du jeu par nature. Non. Mais ça le devient très très vite si on l'aborde comme un joueur pur, sans méthode, guidé par les émotions, et surtout sans gérer le risque sérieusement. C'est une excellente synthèse. La différence, elle n'est pas dans l'activité. Elle est dans l'approche du praticien. Une question de structure, de discipline, de contrôle émotionnel. C'est ça. On peut utiliser les marchés pour construire une activité rentable ou pour se ruiner. Le même outil, deux issues possibles, selon l'utilisateur. Et ça pose la question de la conscience de soi avant de se lancer, non? Absolument. Il faut être lucide sur ses propres tendances. Est-ce que je suis impulsif? Est-ce que je panique facilement? Est-ce que je peux suivre des règles strictes? Reconnaître ses failles et mettre des garde-fous, des règles de risque claires, des processus de décision, des pauses, c'est vital, pour ne pas déraper vers le jeu, parfois sans même s'en rendre compte. En résumé, donc, cette exploration nous montre vraiment deux mondes sur le même terrain. Celui du joueur, impulsif, émotif, qui risque tout sur un coup, Oui, et celui du professionnel, armé d'une stratégie, d'une gestion du risque béton et d'une discipline de fer, qui vise la performance durable. ce qui ressent vraiment, c'est l'importance d'aborder une activité à risque comme une entreprise, avec des processus, des contrôles, de l'analyse objective, une vision long terme. C'est clair. La discipline, l'analyse factuelle, le détachement émotionnel, ce sont les clés. Et ça ne vaut pas que pour le trading d'ailleurs. On pourrait se demander comment cette différence entre approche méthodique et approche émotionnelle s'applique ailleurs. Ah oui. Ben oui, dans la gestion de carrière par exemple. Est-ce qu'on avance avec un plan ou au gré des envies du moment? Dans les projets perso importants, est-ce qu'on persévère avec méthode ou on abandonne au premier obstacle? Même dans nos relations. Une approche réfléchie face à une approche purement réactive, ça change tout sur la durée. C'est une réflexion intéressante. Ça élargit vraiment le sujet. Une belle matière à penser au-delà des marchés. Merci d'avoir suivi cette analyse.